Je vais maintenant accueillir Vanessa Warnier, qui est professeure des universités à l'IAE de Lille et au département management, et qui va nous montrer une autre perception des ressources humaines. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir rencontrer des gens d'univers très variés lors de cette journée pour l'autisme. Donc moi je suis Vanessa Warnier, je suis professeure des universités à l'Institut d'administration des entreprises à l'IAE de Lille. Donc Université de Lille. Donc je vais adopter un registre très différent de Madame Oui, puisque moi je suis professeure de stratégie et management. Donc je vais adopter plutôt le versant entreprise, ou en tout cas essayer de vous parler un petit peu de ce que j'ai pu réaliser comme recherche en lien avec le recrutement inclusif et en lien avec les ressources humaines autistes Asperger, puisque j'ai travaillé dans le cadre d'une recherche avec un collègue sur la valorisation de la ressource humaine autiste Asperger il y a quelques années. Donc je vais vous parler de ces deux recherches-là et de des avancées peut-être ou apports qui pourraient être intéressants à discuter avec des regards croisés d'univers variés. Donc depuis le début de mes travaux en fait de recherche, je travaille sur la théorie dominante en stratégie qui s'appelle la théorie des ressources. Pour faire simple, c'est une théorie qui dit et qui a diffusé dans les entreprises depuis les années 80 l'idéologie selon laquelle une entreprise, pour être performante, pour développer un avantage concurrentiel, doit être capable d'obtenir des ressources, quelles qu'elles soient, ça peut être des ressources technologiques, matérielles, financières, humaines, qui sont rares, inimitables, difficilement substituables, et donc des ressources dont tout le monde veut et qui vont être, si possible, dans l'idéal, accessibles au meilleur prix. Je vais m'arrêter là pour la définition de cette théorie. Ce qui est intéressant, c'est quand même de comprendre que depuis que je travaille sur cette théorie, j'ai réalisé que la diffusion de l'idéologie de cette théorie avait conduit à des problématiques managériales et à développer des pratiques de management, dont des pratiques de RH problématiques en termes d'innovation, par exemple, mais aussi en termes éthiques, puisqu'elles favorisent la non-diversité, finalement, et elle favorise des logiques non inclusives, puisque appliquer le concept de ressources au niveau humain, eh bien, on va mettre en place des pratiques de recrutement où on va chercher à recruter des individus qui sont considérés comme des pépites, des talents, des hauts potentiels. Donc les individus les plus recherchés, les plus talentueux, disposant de compétences ou de CV, en tout cas peut-être les plus attractifs sur le papier. Donc c'est ce qu'on appelle des pratiques de clonage salarial. Donc, les entreprises ont développé au niveau des pratiques de recrutement, des pratiques de clonage salarial. D'où ma petite image. On recrute les mêmes personnes avec les mêmes caractéristiques, nous permettant d'être sûr de faire un recrutement sans trop de risques. Voilà. Et donc garantissant des performances les plus directes et les plus évidentes. Mais le problème que ça pose, c'est que ça conduit les entreprises à toutes se ressembler, à recruter les mêmes personnes et donc au final à plus se distinguer, à être de moins en moins innovantes, de moins en moins performantes, mais aussi de moins en moins éthiques. Et notamment dans les pratiques de management, mais aussi dans les pratiques de recrutement. Donc, j'ai été amenée à penser que la diffusion de cette idéologie de la rareté devait quand même être conscientisée dans les entreprises, et c'est pour ça que j'ai
avec mes co-auteurs, écrit plusieurs papiers pour essayer de montrer en quoi cette idéologie-là, elle devait être modifiée et on devait en sortir pour pouvoir développer des pratiques non seulement de diversité, mais pas seulement des pratiques réellement inclusives. On verra la différence entre les deux concepts qui sont malheureusement utilisés de manière interchangeable et qui pourtant sont très différents. Donc notre intuition avec mes collègues, ça a été de me rendre compte, de considérer que les entreprises peuvent faire des choses extraordinaires avec des ressources qui, a priori, sont considérées comme étant négatives, entre guillemets, ou en tout cas négativement perçues, des ressources parfois ordinaires, voire même des ressources délaissées, c'est-à-dire des ressources considérées comme étant non attractives, voire parfois répulsives pour certaines entreprises. Et j'ai observé plusieurs cas d'organisations qui avaient été capables de développer un discours davantage stratégique en mobilisant et en construisant des modèles économiques permettant de valoriser des ressources qui, au départ, étaient considérées comme négatives, entre guillemets. J'ai rencontré à ce moment-là l'association Spécialisterne, qui parle de la philosophie du pissenlit. Et cette philosophie du pissenlit, elle a été particulièrement évocatrice pour moi. C'est Thorkild Sonne, donc, qui est à l'origine de la création de cette association. Il est papa d'un enfant autiste Asperger et il a réalisé un jour, pendant un trajet en voiture, que son fils avait été capable, en quelques petites heures, de reproduire une carte routière à l'identique. Et c'est là qu'il s'est dit, je travaille dans l'informatique. En fait, les autistes Asperger, puisque là c'était le cas d'autiste Asperger, sont capables de réaliser des tâches que les neurotypiques ne sont pas capables de réaliser. Par exemple, reproduire une carte comme celle-ci ou aligner et vérifier des lignes de code dans le domaine informatique, puisque là il était consultant en informatique. Et donc, ça, métaphore du pissenlit, qui est le motif donc du logo de la Fondation Spécialisterne, c'est que un pissenlit, ça peut être considéré comme une mauvaise herbe, et la plupart du temps, c'est considéré comme une mauvaise herbe, quelque chose qu'on ne veut pas voir dans son jardin, qui ne fait pas très beau dans le jardin, sauf que il y a quand même certains chefs dans la gastronomie qui sont capables de réaliser des plats très raffinés avec une herbe qui, a priori, est parfois aussi considérée comme une mauvaise herbe. Et donc, il a bâti tout le modèle de Spécialisterne et l'idée de valoriser les compétences, les habiletés, les aptitudes peut-être des autistes Asperger dans certains contextes professionnels. Là, en l'occurrence, l'informatique, mais il y en a d'autres, évidemment. En faisant de ces compétences des avantages stratégiques pour les entreprises. Donc, finalement, une ressource humaine qui, au départ, était délaissée par le marché du travail, se retrouve mise en avant comme un avantage concurrentiel par certaines entreprises, un avantage stratégique, sans, au départ, en avoir les attributs entre guillemets. Mais bon, pourtant, toutes les études, beaucoup d'études sur l'insertion professionnelle montrent qu'il y a un très fort taux de chômage chez les personnes autistes. C'est encore le cas, comme on l'a vu précédemment. L'insertion en entreprise est très compliquée quand ils arrivent en entreprise, mais c'est l'accès, en fait, déjà à l'entreprise et l'accès au processus de recrutement qui pose problème en fait dans la réalité. Donc Spécialisterne a mis en place tout un processus, une fondation, des formations de long terme pour travailler à la valorisation des capacités des autistes Asperger, mais pour les accompagner aussi, bien évidemment, pour pouvoir accéder à ces
postes et pouvoir devenir des ressources stratégiques pour les entreprises. Donc, ce que j'ai étudié dans cette recherche-là, particulièrement avec mon collègue Xavier Wepp, c'est toutes les stratégies qui ont été mises en place par différents acteurs pour faire évoluer la perception de l'autiste Asperger comme étant au départ une ressource humaine peu attractive pour les entreprises à une ressource stratégique. Donc, au départ, c'était vraiment une ressource délaissée, puis au bout de quelques années, on a constaté un discours associé à une idée de ressources stratégiques, ressources humaines stratégiques pour les entreprises. Donc, ça s'est vu d'abord dans les médias. Il y a eu des publications qui allaient dans ce sens. Intégration des personnes autistes, un atout pour l'entreprise. The Autism Advantage dans le New York Times, et puis d'autres publications de ce style-là. Parallèlement à ça, alors oui, j'avais vu là en haut, vous avez par exemple l'ouvrage de Julia Daché, qui est une chercheuse en sociologie, donc qui a écrit, mais qui est autiste, Asperger, et donc qui a écrit un ouvrage sur sa différence invisible. Il y a eu beaucoup de films, comme on l'a vu précédemment, qui se sont diffusés, des séries, bon, avec ce qu'elles peuvent avoir de caricatural parfois, mais qui ont contribué à une évolution de la perception de l'autiste Asperger dans la société généralement, ou de l'autisme plus généralement, mais aussi dans les entreprises. Donc, on a commencé à voir des entreprises qui recrutent et qui mettent en avant les talents des autistes, de certaines personnes autistes, comme source d'avantages concurrentiels et différenciation sur le marché du travail. Donc finalement, il y a quand même 70% des personnes qui présentent des TSA qui n'ont pas de déficience intellectuelle, comme ça a été dit précédemment, et elles ont des compétences tout à fait valorisables dans les organisations. Et tout est question de représentation, en fait, donc la manière dont on va percevoir ces personnes. Donc les stratégies qui ont été mises en place dans l'environnement pour faire changer les représentations autour de l'autisme, c'est les Asperger en priorité, eux-mêmes, les parents, les associations de parents, qui ont eu pour but de mettre en place de rendre visible et compréhensible par la société, les pouvoirs publics, ce qu'est l'autisme. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut toujours investir, je dirais. Les gens ne savent pas encore suffisamment ce qu'est concrètement l'autisme, et il y a encore beaucoup d'idées reçues, de stéréotypes qui circulent dans la société globalement sur ces éléments-là. Donc c'est toujours une stratégie qui doit perdurer, faire évoluer les représentations sur les Asperger. Là, on voit qu'il y a quand même, ou sur les autistes en général, les choses ont changé. C'est pas encore peut-être l'idéal, mais les choses ont changé. Moi, depuis que je travaille sur ces sujets-là depuis 2010, je vois que certaines choses ont changé quand même. Transformer une vision négative et pessimiste en une vision positive, donc c'est ma fameuse métaphore du pissenlit. Et on a observé aussi des entrepreneurs à une certaine période qui ont développé des modèles économiques avec le but de valoriser et de mettre en avant les aptitudes spécifiques des autistes Asperger, en les intégrant avec succès dans le monde du travail, dans différents secteurs d'activité. Donc Spécialisterne, mais il y a d'autres entreprises, Aspiritech, Passwerk, Aspertise, alors pas mal dans le domaine informatique effectivement, mais aujourd'hui il y a d'autres domaines aussi qui peuvent bénéficier des talents des autistes Asperger et autres formes d'autisme. Il y a eu d'autres stratégies de valorisation qui ont permis de faire évoluer la perception de l'autiste dans la société globalement. D'abord, une bataille sémantique qui s'est mise en place avec plusieurs acteurs, avec l'idée selon laquelle pour changer les représentations, il faut d'abord changer les mots. Et donc, il y a eu
des discours qui ont évolué de la maladie au handicap à aujourd'hui la neurodiversité. Mais au départ, dans les années 80, on parlait de maladies. Les choses ont évolué de manière très positive, il me semble, depuis ce moment-là. Du handicap à la différence. Voilà, je ne souffre pas du syndrome d'Asperger, mais de mon environnement lorsqu'il est inadapté et de l'ignorance des gens qui m'entourent. C'est Joseph Chovanec. De la différence au talent, donc des talents autistiques pour vos projets IT, par exemple, dans certains discours d'entreprise, et puis dans le monde anglo-saxon, mais aujourd'hui, en Europe, on en parle de plus en plus, la neurodiversité, on parle de plus en plus de neurodiversité, de neuroatypie, pour valoriser et permettre de changer ces représentations autour de l'autisme. Autre stratégie, l'évocation de personnages emblématiques qui ont réussi professionnellement. Voilà, j'ai mis que ces trois personnes-là que vous reconnaissez, Joseph Chovanec, J.K. Rowling et Mark Zuckerberg, notamment, entre autres. Mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être des personnalités emblématiques, qui peuvent montrer l'exemple ou donner l'exemple que on peut réussir professionnellement. Oui, effectivement. Il y a eu aussi donc la mise en place de stratégies de légitimation de modèles économiques intégrant les Asperger, puisque les premiers modèles économiques valorisant les autistes Asperger comme atout stratégique pour l'entreprise, c'était quand même quelque chose d'un peu hors norme dans le domaine de l'entreprise. Donc il a fallu quand même mettre en place des stratégies de légitimation qui avaient deux objectifs. Un, favoriser l'insertion professionnelle des personnes Asperger et faire apparaître les Asperger comme des sources potentielles d'avantages compétitifs. Donc les entreprises qui ont conçu ces modèles économiques-là ont communiqué dans le détail sur leur processus de recrutement, très précisément comment ils recrutaient les personnes Asperger, notamment par exemple avec la méthode Lego Serious Play, je ne sais pas si certains connaissent. Voilà, donc la mise en place de process de recrutement basés sur des expérimentations avec des Lego pour faire ressortir certaines compétences, aptitudes dans lesquelles les autistes peuvent exceller, comme les puzzles par exemple aussi. Donc, ils ont aussi insisté beaucoup sur l'accompagnement mis en place pour aller jusqu'au recrutement, mais après aussi dans l'entreprise, dans la prise de l'emploi. La communication sur l'existence d'un pôle de formation, de pôle académique destiné à renforcer la légitimité du modèle économique auprès de parties prenantes associatives. Je sais pas du tout où j'en suis dans le timing. C'est l'heure, aïe aïe aïe. Voilà. Bon, alors pour faire simple, mais j'en discuterai du coup dans la table ronde par la suite. Ma deuxième recherche porte sur l'expérience de Tim Jolokia, qui est un cas exemplaire d'organisation inclusive, qui est reconnu par le ministère du Travail, qui m'a permis de mieux comprendre les processus qui permettent à une organisation de recruter de manière inclusive. Et ça, il faut savoir que dans la recherche sur le recrutement, il y a pratiquement rien sur le recrutement inclusif jusqu'à aujourd'hui. Même dans la littérature anglo-saxonne, il y a beaucoup de choses sur le recrutement et la diversité, c'est-à-dire comment, par le recrutement, accroître la diversité des effectifs dans les organisations. Mais une fois qu'on a un effectif divers, comment on fait pour que ça marche ?
Et ça, il y a peu de choses encore actuellement, mais cette étude m'a permis d'avoir quelques pistes dont je parlerai notamment dans la table ronde. Donc Team Jolokia, c'est une association qui promeut la diversité et l'inclusion à travers la course au large. Et donc leur spécificité, c'est d'avoir mis en place un processus de recrutement très particulier permettant naturellement de générer de la diversité et de l'inclusion dans un équipage constitué de marins très atypiques, donc de personnes qui ne savent pas naviguer au départ, qui peuvent être tétraplégiques, aveugles ou avoir d'autres handicaps, de multiples nationalités, âges, CSP variés, etc., mais qui, en très peu de temps, vont constituer un équipage opérationnel et performant pour courir des courses professionnelles de navigation, donc des courses au large avec des marins chevronnés. Et donc, je discuterai du coup des pratiques spécifiques du recrutement inclusif dans la table ronde qui suivra. Merci de votre attention.